Monsieur Sassou Nguesso, c'est un homme de l'étranger. C'est pas un homme du Congo. Un homme de l'étranger depuis le départ. Donc, il n'a jamais validé les présidents qui sont succédés au Congo. Depuis Massamba Deba, passant par Ngouabi, jusqu'à Yombi et Lissouba. Il a toujours travaillé pour les puissances étrangères. D'ailleurs, monsieur Christian Perrin, si vous me permettez, c'est pour cela qu'il faut comprendre toutes les gesticulations qu'il fait quand il faut passer une étape. Tous les changements de constitution qu'il fait, c'est pas pour les Congolais, c'est pour montrer aux puissances étrangères qu'il instaure dans son pays des institutions. Parce que leur soutien doit quand même être un petit peu couvert par des institutions pseudo-démocratiques. Donc, il n'en a rien à faire des Congolais. Une dernière information, la toute nouvelle, qui nous fait savoir qu'il y aurait une présence rwandaise dans la Bwenza et que les terres sont en train d'être spoliées. Et nous savons que ces populations vivent de ces terres. Donc, on leur prive là leurs moyens de subsistance. Est-ce que vous avez cette information à votre niveau? Est-ce que vous suivez cette situation des terres au Congo, Brazzaville, au niveau du CRC? Cette situation, je m'en enquière tous les dimanches. Parce que c'est la situation la plus grave qui puisse nous arriver. Certainement, j'espère qu'on reviendra dessus avec ce qui se passe à l'Est de la RDC. Pour comprendre, le pouvoir de Brazzaville a toujours fonctionné en sous-marin vis-à-vis des populations. Les Rwandais, les militaires rwandais sont bien présents au Congo. Pourquoi je l'affirme comme ça d'une façon péremptoire? Tout simplement, le Congo et le Rwanda ont signé des accords militaires et agricoles. Kagame fonctionne toujours comme ça. Tous les accords, c'est un duo militaire et économique. Il a fait les mêmes accords en RCA, les mêmes accords au Mozambique, les mêmes accords au Bénin, les mêmes accords au Congo. Je ne sais pas si vous essayez un peu de regarder au niveau des réseaux sociaux, c'est que Brazzaville et Kinshasa, je parle ici des populations, des peuples qui malheureusement se tirent à boulet rouge. Et ça craint parce que ça prend des allures tout à fait inquiétantes au niveau des populations. Voilà pourquoi moi je me Voilà. posais même la question de savoir pourquoi est-ce que Brazzaville ne se prononce pas, ne fait pas une déclaration pour rassurer le voisin, parce que c'est ça aussi, hein, les relations de bon voisinage, pour rassurer les voisins qu'attention, nous sommes avec vous, au-delà de tout, les peuples doivent toujours collaborer, parce que ça commence un peu à parasiter les relations entre les Congolais du Congo-Brazzaville et les Congolais de la RDC. Pour poser cette question, Monsieur Christian Perrin, il faut qu'un gouvernement soit l'émanation ou se soucie des populations en dehors de ses propres intérêts. Donc, Sassou, ayant signé des accords militaires avec Kagame, ne peut pas faire une telle déclaration par simple logique des choses. Il ne peut pas. Et faisant ces Ça veut déclarations, dire ça veut quoi? dire... Le Congo n'est plus souverain comme ils ont Non, non, coutume à le clamer? c'est pas ça que je veux dire. À partir du moment où tu as signé des accords militaires avec le pays qui agresse le voisin, je dis bien des accords militaires avec le pays qui agresse nos frères de la RDC, il ne peut pas de l'autre côté aller faire une déclaration disant il faut se calmer, voilà. Je veux dire par là, tout simplement, nous devons faire tout, et c'est l'action que le CRC met en place, pour que les sociétés civiles de part et d'autre se donnent la main, communiquent, disent les choses comme elles sont, pour faire connaître à ces populations la réalité de la situation
au Congo-Brazzaville. Sassou ne représente pas le Congo. Donc, les populations du Congo ne dépendent pas de la vie de Sassou ou des bêtises que Sassou fait. Malheureusement. Malheureusement. Le fait qu'il ait signé ces accords nous plonge dans une situation de guerre entre les deux. Et au-delà de ça, M. Christian Perrin, ce que les Congolais devraient comprendre, je le dis avec le plus grand sérieux, si la guerre se déclare, il y aura un tsunami d'au moins 40 mètres de haut qui va déferler sur Brazzaville. Un tsunami. Comment va-t-on résister? Le Congo-Brazzaville serait-il encore digne d'être appelé par une république dès lors que son chef d'État, Denis Sassou Nguesso, qui incarne la magistrature suprême, est en situation d'incompatibilité avec la loi fondamentale depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire? À quoi servirait l'organisation des élections aussi bien présidentielles que législatives ou sénatoriales dans un pays à régime totalitaire? Quel système politique faut-il pour le Congo-Brazzaville? Nous reviendrons aussi sur les accords illégaux et controversés de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda, avec en toile de fond la présence des Rwandais signalés dans le département de la Bouenza. Des populations seraient spoliées de leurs terres, les privant ainsi leurs moyens de subsistance. Voilà l'ossature de cette interview avec David Londi, membre fondateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour David Londi, un plaisir de vous avoir sur notre plateau, le droit de savoir. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et bonjour aux auditeurs. Merci David Londi, vous êtes ingénieur en système d'information, complété par un master en économie. Vous avez travaillé 25 ans durant au groupe Capgemini, Ernst Young. Merci en tout cas de votre disponibilité pour cette interview. Mesdames, Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir encore choisi RCT. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. David Londi, je rappelais tout à l'heure que vous êtes membre fondateur du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Voudriez-vous nous rappeler en quelques mots, je dis bien en quelques mots, ce que c'est que le Congrès pour la Renaissance du Congo? Parce que tout à l'heure, nous y reviendrons pour beaucoup plus de détails. C'est quoi le CRC? Merci, Monsieur Christian Perrin. Le CRC, c'est Congrès pour la Renaissance du Congo, déjà en cycle. En 2019, des Congolais s'étaient réunis à Paris pour pouvoir répondre aux attentes des populations congolaises qui vivent dans une dictature féroce. Et ces Congolais se sont réunis. Ils ont travaillé sur une stratégie globale qui consiste à créer dans les 12 départements un réseau qui doit, à un moment donné, permettre l'insurrection populaire, ce que nous appelons, nous, la révolution du fleuve. On y reviendra tout à l'heure pour plus d'informations sur le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, David Londi, comment vous situez-vous, évidemment, je parle là du CRC, dans le système politique congolais? Je rappelle ici que c'est une dictature, ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque j'ai consulté le rapport 2023 de Freedom House, l'indice de démocratie est de 17 sur 100. Donc, un régime totalitaire. Ma question était de savoir où vous situez-vous dans ce système. Vous êtes de ceux qui sont au pouvoir. C'est vrai que dès la première réponse, on a compris que vous n'êtes pas avec ceux qui sont au pouvoir. Mais où êtes-vous réellement? À l'opposition, dans la résistance ou au centre, comme qui dirait? Monsieur Christian Perrin, je pense que dans une dictature, il ne peut pas y avoir d'opposition. Pouvait-on imaginer dans l'Allemagne nazie des opposants siégeant au Parlement nazi? Impossible.
parce que dans une dictature, tout se mesure sur la base du rapport des forces en présence. Oui, Et, mais David Londi, pardonnez-moi, vous parlez quand même des nazis, et ici on parle du Congo. Est-ce que je vais comprendre par là que le système, j'allais dire le régime de Brazzaville est comparable au régime nazi? C'est ça. Monsieur Christian Perrin, le régime de Brazzaville n'a rien à envier dans son comportement, dans ses attitudes, aux régimes dictatoriaux les plus sanguinaires. Quand vous suivez l'actualité du Congo-Brazzaville, vous suivez les exactions du système, du pouvoir. Je crois que Oui, vous avez suivi, j'avais suivi une de vos émissions qui parlait de 400 000 morts. tout à fait. Bon, avec Éric Denessé, que j'ai suivi très attentivement. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, quand on détruit une région pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a fait, est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose d'Hitler qui avait tué les Juifs pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils avaient fait? Vous faites Il faut, allusion au département du Poul, où on parle d'ailleurs des charniers qui existeraient maintenant. Euh, vous avez bien compris, Monsieur Christian Perrin. Et en dehors de cela, depuis 1970, s'est installé au Congo un régime politico-militaire tribaliste. Et ce régime a été matérialisé par la création du PCT. Les jeunes révolutionnaires qui, au départ, avaient pensé, ayant quitté les campus européens ou des pays de l'Est ou de soviétiques, sont arrivés sur le territoire pour pouvoir créer ce qu'ils appelaient, eux, instaurer le socialisme scientifique. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est le piège qui était tendu derrière. Et ils vont se rendre compte très tôt, parce que des militants de la partie de toute la République, la partie septentrionale, méridionale, s'étaient levés en 72 pour dénoncer ce qu'on appelait l'obumétrie, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. Et donc, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir des assassinats politiques en masse. Je dis bien en masse. Du Kinganga jusque, jusque il y a eu les les Diawara, et Kimbarakaya, puis bon, ainsi de j'en ai suite, suivi. Diawara. Et d'ailleurs, pendant que vous dites ça, David Londi, vous nous rappelez un peu les plus de 3000 assassinats politiques à l'actif d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso. Et ça s'est dit à la conférence nationale, c'est juste un rappel. Et vous disiez donc que c'est un régime comparable au régime nazi. Évidemment, on se rappellera aussi j'allais dire, génocides à l'Ikonongo, le génocide dans le Pool, les massacres des jeunes au Bic de Brazzaville. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crimes comme ça. Et donc, moi, je vous posais la question de savoir de quel côté étiez-vous situé. Le CRC, Voilà. vous avez dit, sous une dictature, il n'y a pas d'opposition. Alors, vous êtes où? Monsieur Christian Perrin, on s'inscrit résolument dans la résistance. Face à une dictature, on résiste, on ne s'oppose pas. Parce que l'opposition s'organise sur la base des lois du pays. Certains sont au Parlement, d'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'être élus au Parlement luttent dans le cadre de la cité jusqu'à ce qu'ils aient des élus dans les différentes institutions.
Or, le pouvoir de Brazzaville, le PCT, qui est un parti tribaliste, je le répète, a fait de telle sorte que ceux qui pouvaient être de l'opposition réelle, on les appelle l'opposition, le terme l'opposition radicale. Ils ont cornérisé des mots, des éléments de langage. Les vrais opposants, donc les résistants, on appelle l'opposition radicale. Et l'opposition qui siège au Parlement. Et nous savons très bien, si je prends le cas de ces oppositions de l'UPADES, à partir du moment où ils ont un ministre au gouvernement, ils ne sont plus dans l'opposition. Ils valident la politique que le gouvernement mène. Dans ce cadre, les vrais opposants, ceux qu'ils appellent eux Les opposants. l'opposition radicale, qui sont en fait des résistants. En fait, une façon de diaboliser l'opposition, c'est ça? Ben, pour La comprendre, vraie? c'est ça, pour comprendre plus profondément, comment on appelle, le fonctionnement du PCT, un parti comment on appelle, au comportement stalinien. Il faut comprendre ceci. Tous les éléments de langage qu'ils mettent sur la place publique, c'est pour rejeter la faute sur l'autre et dire nous sommes sur la bonne voie. Je donne quelques exemples. Je Le vous en prie. tribalisme, il n'en parle pas. Il le pratique d'une façon éhontée. Il n'y a qu'à regarder toutes les institutions. Il n'y a qu'à regarder toutes les institutions de l'armée comment on appelle, à Armée, tous les Assemblée, Sénat, syndicats, ben, voilà, assemblées, voilà. oui. Toutes les institutions. Et le discours qu'ils ont abat le tribalisme. Ils le pratiquent dans l'arrière-cour du PCT. Comme d'ailleurs leur slogan qui dit tout pour le peuple, rien pour le peuple, Rien que alors pour qu'ils le font à peuple. l'inverse. Voilà, ils font C'est ça. l'inverse. Et la vraie opposition qui s'exprime, elle, je vois sur votre chaîne souvent passer Monsieur Clément Mirassa, Monsieur Jean-Pierre Anyango, je le vois passer. On les appelle l'opposition radicale. Et tout simplement pour les cornériser, ils posent les vrais problèmes. Donc voilà, Monsieur Christian Perrin, je dis ici que dans le cadre de la République du Congo, l'opposition n'existe pas. Ce n'est que la résistance qui existe parce que tous les droits fondamentaux sont bafoués. Alors donc, lorsque vous parlez de la résistance, puisque évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure que sous une dictature, une opposition ne tient pas, parce que de toute façon, les lois sont, voilà, ne sont pas respectées. Hein, et je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la loi fondamentale, ni les règlements. Et donc, selon le CRC, alors, c'est une question, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit, on allait parler en bref du CRC, puis on y reviendra, mais une question s'impose tout de même. Que représente Sassou Nguesso pour vous? Vous le considérez comme un président de la République? Sassou Un Nguesso, premier Sassou Nguesso, n'étant pas l'émanation des populations, ne peut pas être considéré comme le président de la République. À la limite, chef d'État, parce que l'État du Congo est reconnu au niveau des instances internationales, mais Sassou Nguesso n'est pas l'émanation des populations. Par conséquent, je ne le considère pas comme un président. Et d'ailleurs, excusez-moi, Monsieur Je Christian vous en Perrin, prie, oui. et d'ailleurs, je comprends très mal celles et ceux qui disent le vieux a travaillé, il a fait son temps, maintenant il faut qu'il laisse la place aux jeunes. Mais non. La République est entre parenthèses, Monsieur Christian Perrin, depuis 1997. C'est-à-dire, Parce que le pays a été confisqué par une oligarchie tribale, clanique, qui le gouverne comme ce qu'on peut appeler
leur boutique. C'est ça essentiellement. Donc, pour moi, et je le répète, la République n'est pas à Brazzaville. La République, le peuple souverain, qui ne peut pas malheureusement s'exprimer, les exilés représentent cette République qui n'est plus entre les mains de ceux qui sont là. Et C'est donc, clair. c'est la question évidemment que j'allais vous poser en faisant un tout petit rappel, c'est que dans le préambule de la Constitution congolaise du 15 mars 1992, la seule constitution que les Congolais ont votée de manière, ou se sont prononcés de manière libre et démocratique, bien entendu, reconnaît donc le droit aux citoyens, bien sûr, donc le droit et l'obligation aux citoyens de résister par la désobéissance civile à défaut de recours à d'autres moyens, bien sûr. Mais alors, depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le retour donc de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État, bon, on le sait, faussement présenté comme étant une guerre civile par certains médias, mais c'était un coup d'État. Et donc, il a été ramené par les impérialistes. Et tout à l'heure, vous avez même rappelé le nombre de victimes, des morts. Plus de 400 000 morts, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éric Denessé, c'est tout de même un ancien directeur des renseignements français. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Et donc, depuis ce coup d'État, vous dites, le Congo-Brazzaville, en fait, c'est une république en quarantaine. La République a été, en fait, il faut dire comme ça, la petite démocratie naissante avait été décapitée. Donc, le Congo n'est plus une république depuis ce coup d'État militaire. Oui, oui, Elle est merci. entre parenthèses. Monsieur, la République entre parenthèses, mais je voulais dire quelque chose, Monsieur Christian Perrin. Pourquoi je n'appelle pas, malheureusement, pourquoi la République entre parenthèses? Il faut savoir que le Congo n'a connu que 2 périodes démocratiques, c'est-à-dire sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10. La première période, c'est de 60 à 63. L'indice de démocratie, publié par l'Université de Sherbrooke du Canada et avec d'autres institutions, l'indice de démocratie était de 5 sur 10. Une démocratie naissante qui fonctionnait sur la base de la 4e République en France. C'est-à-dire des contradictions entre les différents partis, des membres qui passent d'un groupe à l'autre, voilà. Mais ça s'arrête ça. C'était politique, c'était des combats politiques. Et dans cette période, M. Christian Perrin, il n'y a eu aucun crime politique. Il y a eu des contradictions. Et ce que les gens oublient souvent, Opango a apporté un soutien à la région du Poul, dont il n'était pas originaire, quand celle-ci était persécutée par le colon, c'est-à-dire avant l'indépendance. Et Opango s'est constitué prisonnier quand Youlou avait été arrêté. Donc, il y avait un combat politique. Mais ce n'était pas des ennemis, c'est des adversaires politiques. Donc, il y a cette phase-là, 60-63. Je vous communiquerai les résultats, comme ça, vous pourrez les afficher. La deuxième période, c'est de 92-97, avec 6 sur 10 d'indice de démocratie. Tout le reste du temps, l'indice de démocratie est à 0, M. Christian Perrin. C'est-à-dire, il y a eu la partie du mono, la partie mono, mais il faut expliquer. Quand Youlou, dans sa dernière année de 63, avec Opango, vu les événements qui s'étaient passés en 59,
que tout le monde regrette, ils ont entrepris la marche vers l'unification des forces politiques. Ce qu'ils appelaient l'équivalent d'un monoparti, mais dans lequel, comme le pays était en construction, il ne fallait pas les combats politiques devaient passer au deuxième plan pour se lancer dans le développement du pays. Et donc, partant de cette phase, il y a une période floue. Donc en 63, 64, en 64, Youlou, 63, Youlou s'en va. En 64, Massama Deba arrive, mais entre les mains de ce que moi j'ai appelé les jeunes loups qui rentraient de l'extérieur. Et dans cette phase-là, c'était plutôt la prédominance technique partant des plans que Youlou avait mis en place. Massamba Deba avait décidé de mettre en œuvre tous ces plans en choisissant les meilleurs d'entre les Congolais pour gouverner le pays. Mais malheureusement, derrière aussi, il y avait des tensions tribales, notamment les fausses tensions entre les Congos et les Lari, ce qui est faux dans la réalité. Mais ils ont mis ça en avant. Donc là, on prive les Congolais de donner leur voix, par le monopartisme donc qui est instauré, pour désigner leurs représentants. C'est cette période floue. Donc il y a un développement, il y a une efficacité technique, mais des carences politiques. Et en 68, les militaires s'immiscent dans les affaires du pays. C'est-à-dire, Ngouabi arrive au pouvoir, les militaires commencent à jouer un rôle important dans le gouvernement du pays. Ils prennent le pouvoir. 69, ils créent le PCT, qui a été un monstre que Ngouabi avait commencé à créer, qui a fini par le manger. Et donc, Et qui, pardon, est après un monstre qui a eu finalement des tentacules jusqu'aujourd'hui et les résultats sont là. Mais David Londi, évidemment, là vous êtes reparti dans l'histoire pour nous expliquer que finalement la République, elle n'a jamais existé au Congo alors, sinon juste pour une toute courte période, les deux petits bouts, les deux petits bouts. c'est-à-dire 60-63, Oui. 92-97. Donc, s'il y a une nouvelle république, elle serait la troisième république, en réalité. Et vous Si on avez se dit bat la République est donc entre parenthèses depuis donc le retour au pouvoir de Sassou Nguesso, de Sassou depuis, Nguesso par coup d'État voilà, militaire. voilà. Parce que, Monsieur Christian Perrin, je m'élève contre ceux qui parlent de la guerre civile, non, de la guerre en 97. Tout le monde sait, ceux qui étaient à l'étranger savent que Sassou avait commencé à préparer ce coup d'État le premier jour de la perte du pouvoir par celui-ci, 91, après la conférence nationale. Tout à fait. Donc, celui-ci a déployé toutes les forces à l'intérieur, à l'extérieur, pour torpiller la République qui renaissait de ses cendres progressivement. Nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir.
Et ceux qui disent qu'il parle de paix, que Sassou est un homme de paix, c'est ça d'ailleurs que je ne comprends pas, ils n'ont qu'à voir la trajectoire de Sassou de 1970. Regardez dans tous les assassinats, que ce soit Diawara, les Kimboalanka et les autres, il est impliqué. Et jusqu'en le bouquet en 77. En 77, certains ont eu. D'ailleurs, si vous permettez, et si vous me Je vous permettez, en prie, oui. Je vous en je vais vous prie. dire quelque chose, monsieur Christian Perrin. C'est un journaliste, donc le jour où on apprend la mort de Ngouabi. Oui. Le Monsieur 18 mars Lofébé, 1977. voilà, voilà. Donc, le 8 avril 1977, donc c'est l'analyse politique de la situation. Monsieur Lofébé Ekofo écrit dans Jeune Afrique: le Congo n'entre-t-il pas dans une crise grave et prolongée? Il est impossible de ne pas se poser la question depuis l'assassinat le 18 mars du commandant Marien Ngouabi. Et les suites de ce meurtre incitent au pessimisme. L'assassinat de M. Ngouabi laisse, vous permettez, M. Christian Perrin, Je vous en prie. inachevé les réformes qu'il s'était engagé à effectuer au sein de l'appareil du parti. Le pays n'a donc que des institutions provisoires à l'époque. Donc, il continue et après cet assassinat, on installe ce qu'on appelle le CMP. Je passe, puisque je... Tout à fait, oui. Ce dernier, composé de 11 membres, doit assurer la direction du pays jusqu'à nouvel ordre. Que se passera-t-il ensuite? Pose la question. Les membres du CMP, les membres ont-ils les mêmes vues? Pose aussi la question. Il est difficile de répondre par l'affirmative. Et il continue, car du temps du président Ngouabi, bon nombre de ceux qui se retrouvent aujourd'hui au sein du CMP étaient des adversaires déclarés. C'est pourquoi il faut redouter de sombres lendemains pour le Congo. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que Denis Sassou Nguesso était déjà un adversaire, s'il faut le dire comme ça? Il était classé parmi ceux Mais Monsieur Christian Perrin, qui ne voulaient pas de ce pouvoir de Ngouabi? Monsieur Christian Perrin, depuis le départ, Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été pour un pays indépendant, prospère, développé. Vous savez très bien vous-même qu'il était agent secret de la France. Je vous dis... Oui, pendant que vous le dites, permettez-moi, monsieur David Londi, de me poser tout de même la question, est-ce qu'il ne l'est toujours pas? Parce qu'on n'a jamais su s'il avait démissionné, ou il avait été, je ne sais pas, révoqué, ou il est allé en retraite, personne ne le sait. Probablement qu'il l'est encore. Voilà, donc vous vous posez la question, parce que vu ce qui se passe maintenant, et vu tout ce qu'il fait, Monsieur Sassou Nguesso, c'est un homme de l'étranger. C'est pas un homme du Congo. Un homme de l'étranger depuis le départ. Donc, il n'a jamais validé les présidents qui sont succédés au Congo. Depuis Massamba Deba, passant par Ngouabi, jusqu'à Yombi et Lissouba. Il a toujours travaillé pour les puissances étrangères. D'ailleurs, Monsieur Christian Perrin, si vous me permettez, c'est pour cela qu'il faut comprendre toutes les gesticulations qu'il fait quand il faut passer une étape. Tous les changements de constitution qu'il fait, c'est pas pour les Congolais. C'est pour montrer aux puissances étrangères qu'il instaure dans son pays des institutions. Parce que leur soutien doit quand même être un petit peu couvert par des institutions pseudo-démocratiques. Donc, il n'en a rien à faire des Congolais.
les changements de constitution, les référendums, il n'en a rien à faire. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. Excusez-moi, Monsieur Christian Perret, d'insister encore là-dessus. Le Congo, le Congo n'a aucune institution démocratique, puis c'est une dictature. Donc tout le discours autour de la démocratie, c'est de la parure. Et malheureusement, les Congolais disent voilà, et on va s'adresser à telle institution pour tel problème, mais ils s'en foutent. Il a instauré la force pour rester au pouvoir. Oui, mais est-ce que cela ne va pas évidemment dans sa logique évidemment d'avoir détruit le système éducatif? Question de ne pas permettre aux Congolais de se poser les vraies questions et d'analyser les situations en présence. Et donc on pouvait leur, comme disait d'ailleurs un conseiller à son empereur chinois, que pour Mais, détruire un mais, pays, il suffisait donc voilà de mais- détruire le système d'éducation, généraliser la corruption et puis attendre 20 ans, on se retrouverait avec un pays dirigé par des corrompus, des voleurs, voilà. Et c'est ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui. Monsieur Christian Perrin, c'est aussi vieux que Néron de la Rome antique. Un dictateur, quand il arrive au pouvoir, un tyran, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait, c'est de détruire toutes les institutions. Ou les détruit, ou les modifie pour qu'elles fonctionnent dans le sens qu'il veut, puisqu'il n'est pas l'émanation du peuple. Et donc, c'est ce qu'on a vu. L'armée, il a transformé en une armée tribale, qui n'est plus une armée nationale. En une milice carrément. Et ce qui fait souffrir les vrais militaires, les vrais patriotes militaires qui sont dans cette armée. On a vu avec l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez poser la question, le positionnement de l'université Marine Ngouabi actuellement, ne fût-ce qu'en Afrique? Il a fait ça avec les syndicats. Il a détruit les syndicats. Parce que tout simplement, il a fait le constat que tous les changements majeurs dans ce pays sont venus des syndicats. Il a détruit les syndicats. Il a caporalisé, et même les églises, jusqu'aux églises, toutes les institutions hors contrôle d'État aussi ont été détruites. Pourquoi? Parce que c'est dans ces environnements-là que les gens s'organisent, se structurent pour construire une opposition. Or, en faisant cela, il a atomisé les populations. C'est-à-dire, il les a rendues en des masses comprenant des individus isolés qui ne communiquent même pas entre eux, même pas avec son frère, ni ses amis. Évidemment, quand vous dites ça, il y a, je ne sais pas si les autres aussi ont noté ça, mais au Congo-Brazzaville, finalement, tout le monde se méfie de tout le monde. Ben, voilà. Même dans Mais, la famille, on se ben, méfie ben, des frères, des sœurs, on ne sait pas qui fait quoi, qui travaille avec qui et pourquoi. Tout le monde se méfie de tout le monde. ben, je vais vous raconter une anecdote, Monsieur Christian Perrin. J'étais allé accueillir un ami à la gare de l'Est qui venait de rentrer du pays. On marchait devant la gare de l'Est, hein, il y a toute une place, et je voyais mon ami me parler à voix basse, presque à l'oreille, me souffler à l'oreille. Alors je lui dis, mais pourquoi Mais alors, moi, je parlais à haute voix normalement. Alors, il me dit, attends, on ne sait jamais, là-bas, il y a des Noirs qui passent, c'est peut-être des espions. Tu vois dans quel état il a Même, réduit même à 6000 kilomètres, à plus de 6000 kilomètres, même à plus de 6000 on voit kilomètres. l'ombre de... Voilà. Donc, voilà. Donc, vous comprenez, Monsieur Christian Perrin, que nous sommes là devant une stratégie d'atomisation des populations pour qu'elles ne puissent pas s'organiser et créer des mouvements de résistance. Et Monsieur Christian Perrin, j'ajouterais, même au niveau des diasporas, même au niveau des diasporas, le PCT a développé une stratégie efficace qui consiste
à distiller de fausses informations sur les vrais dirigeants, de fausses informations de collaboration avec le système. Alors tout le monde s'en empare dans les réseaux sociaux. Un tel, mais attendez, mais il est payé par le système. Qu'est-ce qui se passe après logiquement? L'information éclate. Et qui tire bénéfice de tout ça, M. Sassou Nguesso? Oui, mais la preuve, c'est que même R7 est parfois accusé d'être, je ne sais pas moi, financé par ce pouvoir. On a entendu ce genre d'informations, mais on en rit parce que finalement, voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Ils savent que TLR-TV, R7 fonctionne avec bien sûr les dons des donateurs et bref, on est indépendant et libre. Alors, donc vous disiez, David Londi, que la République est entre parenthèses. Denis Sassou Nguesso a toujours instrumentalisé la violence pendant les autres pouvoirs. Il s'est arrangé donc à boycotter, s'il faut le dire comme ça, à empêcher les autres disons, les autres pouvoirs de fonctionner. Alors, mais que devraient faire finalement les Congolais quand ils savent qu'à la tête de leur pays, à la tête de l'État, il y a un monsieur qui est venu par coup d'État militaire. Et tout à l'heure, je rappelais le préambule de la Constitution du 15 mars 1992 qui donne le droit et l'obligation aux Congolais de désobéir, faire une désobéissance civile si jamais quelqu'un accédait disons, à la présidence par voie de force, de violence ou de coup d'État. Or, c'est ce qui est arrivé. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par coup d'État. Et vous dites, la République est entre parenthèses depuis qu'il est revenu au pouvoir. Que devraient faire les Congolais, en fait? Parce que là, finalement, c'est comme s'ils ont capitulé. Bon, c'est normal. Monsieur est là depuis des années et vous parliez même des constitutions. Il y a encore un vent qui commence à monter là. Un petit bruit qui monte pour la révision de la Constitution. Que devraient faire les Congolais face à un tel régime? Mais je dis tout simplement, je vais être un peu trivial en disant, il faut désintégrer de ce régime. Les Congolais devraient s'organiser, c'est ce que nous faisons d'ailleurs au CRC, pour désintégrer ce système. Parce que je vous ai expliqué quoi, tout au long de notre entretien jusque-là, j'ai dit que nous sommes face à un pouvoir qui ne se soucie pas des populations. Et toutes les stratégies mises en place sont des stratégies de conservation du pouvoir. Monsieur Christian Perrin, est-ce que vous pouvez seulement imaginer un seul instant que ce pouvoir soit mis à terre, plutôt accepte comme ça, au cours d'une élection, accepte que voilà, ils ont perdu, ils se retirent, avec tous les procès qui leur pendent sous le nez. Je veux parler de Oba, je veux parler de Jean-François Ndengue, Oba, Jean-François ils sont Ndengue, tout ce nombreux, monde-là. voilà. Lui-même, Sassou Voilà. Nguesso aussi. Et vous avez rappelé dans la Constitution congolaise, pour montrer, d'ailleurs, je tiens à le dire ici, plagié sur la Constitution française, où ils ont ajouté quelques articles pour un peu différencier. Il y a un article 96. Tout à fait. Je demande aux Congolais de pouvoir aller lire cet article, si vous pouvez le faire, M. Christian Perrin, qui en reconnaît que les actes qu'ils posent maintenant, actuellement, sont répréhensibles. Et ils se prémunissent, ils se sont prémunis. On dire Mais qu'après, bien sûr, la cessation de ses fonctions de président, il ne pourra comme jamais être il poursuivi va être pour des actes poursuivi pour toute la... criminels, voilà. Voilà. Donc, ce pouvoir, tout ce qu'il va organiser, tout ce qu'il va organiser n'ira jamais dans le sens de laisser le pouvoir. Sinon, M. Christian Perrin, une petite question. Pourquoi s'arme-t-il? Est-ce qu'on a déjà vu l'armée congolaise aller se battre à l'extérieur? Pourquoi vole-t-il autant d'argent? Je signale ici par notre compatriote Alphonse Maboussou, qu'il a dit que de 2001 à 2022, il y a environ, et là on est encore dans la fourchette basse,
133 000 milliards de francs CFA volés. Et là-dedans, on peut parler des 14 000 milliards. Il faut que les Congolais et Congolaises comprennent. Rien que 14 000 milliards, ça correspond à 7 années budgétaires blanches. Ça veut dire que pendant lesquelles toutes les entrées du Congo n'ont jamais été comptabilisées dans la comptabilité publique. Je veux dire par là, alors pourquoi, d'après vous, M. Christian Perrin, pourquoi volerait-il autant d'argent si ce n'est pour préserver le pouvoir politico-militaire tribal qui est en place? Donc, M. Christian Perrin, tous ceux qui s'inscrivent dans cette logique d'aller aux élections, de négocier, de parler avec ce système, tout cela renforce cette dictature qui ne baissera jamais les bras. Alors tout à l'heure, pardon, David Londi, vous avez dit de 2001 à 2022, le régime Sassou Nguesso a dilapidé plus de 133 000 milliards. Là, on compte même pas les 14 000 milliards. De l'argent, mais vraiment suffisant pour faire du Congo une petite Suisse, un petit Qatar. Mais tout ça, ça a été dilapidé. Après, on se posera la question, qu'est-ce qu'ils en font? Vous avez d'ailleurs donné la réponse, est qu'ils se préparent à maintenir le pouvoir, à ne pas partir. Vous avez même rappelé l'article 96 de la Constitution du 25 octobre 2015. Et c'est là que je pose la question de savoir quel intérêt d'organiser les élections, mais surtout ceux qui y croient en fait au Congo-Brazzaville. Lorsqu'on parle des élections présidentielles, sénatoriales, je sais pas moi, législatives, c'est quoi, pourquoi tout ça? Monsieur Christian Perrin, par cynisme, je parle des intellectuels et des avertis. C'est par cynisme. Parce qu'ils savent très bien que tout est, pour le système qui est en place, tout se construit autour du rapport de force. Tout. Et d'ailleurs, ils reviennent sur leur slogan, non, le pouvoir est au bout du fusil. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à côté à faire des élections, le reste, le résultat et le rapport de force en présence. Je vais vous dire, Monsieur Christian Perrin, pouvez-vous imaginer les lions et les biches assis autour d'une table de négociation pour trouver les moyens d'administrer la savane? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est exactement que le rapport de force en présence ne sera pas modifié. Tous ceux qui vont dans ces élections, dans ces négociations, ce sont ou des cyniques ou tout simplement des ignorants, mais je n'ose pas dire des ignorants parce que, comprennent. Non, nous sommes à l'ère du numérique. Plus personne ne peut prétendre avoir ignoré quelque chose. Tout le monde est informé de tout ce qui se passe. Et donc, voilà. Vous rappeliez que finalement, pour le PCT, cette association des malfaiteurs, ils reviennent sur le principe du pouvoir au bout du fusil. La preuve, en fait, c'est le message qu'ils ont envoyé en célébrant la journée du 5 février 1979, en fait, le 5 février dernier, 2025, une façon de dire que le pouvoir est toujours au bout du fusil, parce que c'est la date, en fait, c'est comme qui dirait, le prolongement du coup d'État de 18 mars 1977. Si vous permettez, M. Christian Perrin, je vous en prie. Les Congolais n'observent pas suffisamment. Je pense. Hein, bon, je me permets de le dire, certains peut-être. Regardez les insignes du PCT. C'est quoi les insignes du PCT? Faucille, marteau, je ne sais pas quoi. Où? Ça ne nous rappelle pas les heures sombres du stalinisme?
Donc, tous les comportements qu'ils vont avoir s'inscrivent dans cette logique-là. C'est pas par les élections qu'ils vont quitter le pouvoir. C'est pas Même le pas par pouvoir. le dialogue. Le dialogue, tous ces éléments-là, voilà pourquoi je m'assieds, parfois je rigole. J'ai donné un exemple des lions et des biches qui s'asseyent autour de table pour discuter comment ils vont administrer la savane. Donc voilà. Et puis en plus, ils voient eux-mêmes comment ce pays a fonctionné, les dialogues, je ne sais pas combien il y en a, le dialogue. Et même par rapport au dialogue, Monsieur Christian Perrin, mettons que ça s'asseyent autour d'une table. Le dialogue, ce n'est pas seulement les débats, les discussions, les échanges. Après, il y a les attendus du dialogue. Hein, vous vous êtes réunis, vous tombez sur des points, les points sur lesquels vous êtes d'accord, les points sur lesquels vous n'êtes, sur d'autres points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut appliquer ces attendus. Mais si le pouvoir en place, qui a le rapport en force, qui a le rapport de force en sa faveur, dit non, je ne les applique pas. Comment l'autre partie qui est allé négocier va obliger ce pouvoir qui a le rapport de force à les exécuter? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Depuis Ben, qu'on parle des dialogues, ils tournent rond, là, on revient, voilà, chaque 5 ans, on revient, il y en a voilà. eu 6, 7, 8. Et Et puis, M. Christian Perrin, puis ce qu'il faut comprendre, à chaque dialogue, le pouvoir affaiblit l'opposition ou les résistants parce qu'il est légitime. Il est légitime. alors, nous étions là donc sur le fonctionnement du Parti congolais du travail. Depuis le retour, bon, vous avez expliqué, vous êtes reparti dans les années 70 hein, pour expliquer comment fonctionne Denis Sassou Nguesso. Vous avez dit que vous ne le reconnaissez pas en tant que président de la République. Vous avez donné vos raisons. Et donc, pour vous, c'est un putschiste. C'est ça, jusque-là. Monsieur Christian Perrin, ce mot est trop gentil, trop léger. C'est un criminel. Pardon. Alors, venons donc sur l'affaire des terres, la cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Vous suivez cette actualité et dans l'évolution, on nous parle de la présence, bien sûr, après avoir débattu, échangé sur les autorisations express ou provisoires d'occuper qui, en réalité, sont tombées dans la caducité depuis le 8 décembre dernier. En réalité, le Rwanda ne peut plus se prévaloir de tenir des terres au Congo-Brazzaville. Mais puisque le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé là-dessus, donc là, il y a une confusion totale. Ce que l'on sait, c'est qu'en dernier lieu, c'est l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka qui a déclaré qu'ils vont commencer à planter du ricin au Congo. Une dernière information, la toute nouvelle, qui nous fait savoir qu'il y aurait une présence rwandaise dans la Bwenza et que les terres sont en train d'être spoliées. Et nous savons que ces populations vivent de ces terres. Donc, on leur prive là leurs moyens de subsistance. Est-ce que vous avez cette information à votre niveau? Est-ce que vous suivez cette situation des terres au Congo, Brazzaville, au niveau du CRC? Cette situation, je m'en enquière tous les dimanches. Parce que c'est la situation la plus grave qui puisse nous arriver. Certainement, j'espère qu'on reviendra dessus avec ce qui se passe à l'est de la RDC. Pour comprendre, le pouvoir de Brazzaville a toujours fonctionné en sous-marin vis-à-vis des populations. Les Rwandais, les militaires rwandais sont bien présents au Congo. Pourquoi je l'affirme comme ça d'une façon péremptoire? Tout simplement, le Congo et le Rwanda ont signé des accords militaires et agricoles. Kagame fonctionne toujours comme ça. Tous les accords, c'est un duo militaire et économique. Il a fait les mêmes accords en RCA, les mêmes accords au Mozambique, les mêmes accords au Bénin, les mêmes accords au Congo.
derrière ce qu'ils appellent, eux, la structure, d'ailleurs, Interventure. qui qualifie faussement de structure privée, qui vient signer des contrats avec d'autres structures privées du Congo, qui en fait est la structure, la plus grosse structure du Rwanda. Et le bras financier d'ailleurs Le, du parti de Paul le Kagame. deuxième employeur du Rwanda après l'État. Cette structure organise des conférences dans toute l'Afrique de développement économique. Cette structure finance appartient à Kagame. Je le dis d'une façon directe, même si au départ, ce sont les Rwandais de la diaspora, après le génocide, qui avaient pris l'initiative pour pouvoir financer la reconstruction de ce pays. Mais tout le contrôle, en fait, c'est l'État rwandais qui se cache derrière Crystal Venture et qui signe tous ces accords. Donc, les accords qui ont été signés, les accords militaires, qui n'ont d'ailleurs, je comprends, on ne puisse pas publier, qui n'ont jamais été publiés, les accords agricoles par Crystal Venture, c'est tout simplement le gouvernement rwandais qui s'installe sur la base de toutes ces deux facettes. Donc, ces accords ont été signés et je demande aux Congolais d'aller regarder, d'aller écouter la conférence de Kigali. Dans cette conférence, il y a qui? Il y a Sassou, il y a Kagame, il y a les ministres, le ministre des Affaires étrangères du Congo, il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a tout un groupe de ministres. Et avec Christelle, qui fait le compte-rendu de l'avancement des projets au Congo. Il fait le compte-rendu de l'avancement. Et ce compte-rendu de l'avancement, ça veut dire, en termes de projet, ça veut dire quoi? Un projet a plusieurs phases. Il y a la phase d'initialisation, on travaille un petit peu pour ce qu'on appelle le lancement, et après, à des fréquences régulières, on fait un reporting, un rapport du point d'avancement. Et on ne peut pas faire de point d'avancement sur des projets qui n'existent pas ou qui n'ont pas démarré. Donc, là, ce point d'avancement, rien que ce point d'avancement, donc ici, je crois, 5 projets. Dans les 5 projets qu'il cite, il n'y en a qu'un, c'est le port sec de Dolisie qui n'a pas été mis en œuvre encore. Donc, cela valide. Et puis, on ne peut pas, les accords qui ont été signés, surtout les accords militaires, est-ce qu'il y a eu une communication officielle dans laquelle on dit que ces accords ont été annulés? On ne peut pas signer, normalement quand on signe 2 accords, il y a toujours une tierce partie qui sert d'arbitre en cas de litige. Pas du Rwanda ou de la part du Congo, quelle est cette tierce partie? Ces accords ont été signés dans la logique dictatoriale de Sassou. Donc, il ne faut pas que les Congolais se leurrent ou comprennent que derrière, voilà, la caducité, c'est pas ça le problème. Le problème est que ces accords ont été signés. Il y a une date de signature, mais il n'y a pas une date de fin de ces accords. Donc, il n'y a pas une date de fin de ces accords. Donc à ce niveau-là, pardon, David Londi, on peut retenir que toute la campagne qu'a menée Anatole Koliné Makosso, c'était juste pour distraire les Congolais, c'est ça? Une campagne de mensonges, de manipulation, alors que les accords sont déjà en œuvre, mis en œuvre. Lorsque vous faites référence à cette conférence de presse. Monsieur Christian Perrin, depuis 1970, j'ai dit que la République était entre parenthèses, à part la période 92-97. Donc, quand ils sont revenus là, et comment on appelle, quand Sassou est revenu, j'ai dit clairement, parenthèses. Donc, tout ce qui se passe dans cette République ne s'inscrit pas dans la logique des populations. Donc, ce que Koliné Makosso n'est pas un acteur pour les populations. Il agit
et avance dans le sens de conservation du pouvoir par le système. Donc, tout ce qu'il peut dire, les Congolais ne doivent pas prendre cela compte. Tout ça s'inscrit dans un système que les Congolais doivent désintégrer. Que l'on parle d'Anatole Colinet Makosso, on a lu ses ouvrages où il niait même le génocide dans le département du Poul. Il a même nié les disparus du Beach, donc on connaît l'homme, ce qu'il est. Et Monsieur Christian Pelle, vous permettez, je vous en prie. Excusez-moi, puisque vous êtes revenu sur le génocide. Je demande à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire, d'aller lire le document publié par Opinion Internationale, le projet Mouebara. En juillet dernier, nos confrères d'Opinion Internationale ont publié un article faisant état de lourds soupçons sur des crimes contre l'humanité de Sassou Nguesso. Bonsoir Éric Topona. Oui, bonsoir Carole Assignon. On en parle avec vous. Dans cet article, Opinion Internationale, un magazine en ligne, a mis en lumière ce qu'il appelle une politique systématique de répression menée par Denis Sassou Nguesso entre 1999 et 2000. Le Congo venait à cette époque-là de sortir à peine d'une guerre civile en 1997. Et comme pour soutenir ces affirmations, le journal a publié de nombreux documents compromettants, parfois signés de la main du président Denis Sassou Nguesso. Premier document, le plus accablant sans doute, le plan d'activité du trimestre de l'opération Mouebara, allant de la période du 1er octobre au 31 décembre 1999. Cette politique, autant pour moi, a abouti à la commission de nombreux crimes qui, selon le journal, tombent probablement sous la qualification de crimes contre l'humanité, ce que confirme en partie Trésor Chardon Zila Kende. Il est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme et tendez l'oreille, la liaison était quelque peu pas agréable avec Brazzaville. Depuis le retour du président Sassou au pouvoir en 1997, il y a eu pas mal de crimes qui ont été commis, qui sont susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. Exécutions sommaires, exécutions extrajudiciaires, tortures commis soit par les forces gouvernementales, soit par des milices privées. Évidemment, tout se passait sous le contrôle du président de la République et d'un certain nombre de responsables du pays. La Deutsche Welle a contacté le ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation, Rémy Zéphirin Mboulou, mais sans succès. Mais pour la société civile, il n'y a pas de doute, toute cette série d'exactions imputées à Denis Sassou Nguesso et à son régime n'est pas fortuite. Le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Chardon Zila Kende, que nous venons d'écouter, a été clair. Denis Sassou Nguesso a peur de répondre de ses actes après l'expiration de son mandat actuel. Une autre épine dans le pied de Denis Sassou Nguesso, Carole, c'est l'affaire dite des disparus du Beach. Entre le 5 et le 14 mai 1999, des milliers de réfugiés qui ont fui la guerre civile rentrent au pays. Beaucoup d'entre eux ont été interpellés par des militaires à leur arrivée et conduits vers une destination inconnue. Ils ne réapparaîtront plus jamais. Quand on regarde le projet Mouebara, il y a quoi? Il y a une conception, une planification et une mise en œuvre. Donc, ce qui s'est passé dans le pôle a été conçu, a été planifié et a été exécuté avec les acteurs qu'ils ont choisis pour l'exécuter. Pourquoi je dis ça? En parlant des acteurs, il faut se poser la question sur quel est l'élément qui a déclenché cette guerre, ce génocide, cette tuerie dans le pôle. Quel est l'élément, le point de départ? Les Congolais devraient se poser cette question. Est-ce que les gens du pôle sont allés défier le pouvoir? Est-ce qu'ils ont pris dès le départ, ils sont levés après comment on appelle, en 98?
On a vu des gens descendre de tous les villages du Poul pour aller attaquer le pouvoir. Donc, je pense que si le projet Ouembara est faux, M. Denis Sassou Nguesso doit faire un procès à Opinion Internationale qui a publié ce projet Ouembara. Jusqu'à preuve du contraire, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas intenté un procès contre Opinion Internationale. En tout cas, moi, c'est sur ce site-là. Oui, mais sur ce volet, c'est une petite parenthèse qu'on ouvre, c'est que longtemps on avait fait comprendre aux gens qu'ils étaient en train de rechercher un fugitif et qu'ils ont d'ailleurs qualifié de terroriste. Il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Monsieur Binsamo, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du pôle, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du pôle pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le pôle pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamo et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Mais depuis là, le terroriste est sorti du bois, mais bon, voilà. Après, là, il circule. On ne l'a jamais traduit en justice. C'est ce qui paraît un peu dommage parce que après tout ça, il faut qu'on se souvienne tout de même qu'il y a eu des centaines de villages qui ont été rasés et les images existent. Des centaines de personnes ont trouvé la mort. D'autres sont morts parce que privés de nourriture et autres. Je parlais d'ailleurs des charniers dans le Poul au début de cette émission. Et ça existe. Les éléments, nous avons les photos là-dessus. D'ailleurs, il y a même, je crois, une analyse satellitaire qui existe, si les gens veulent regarder. Dans le Poul, on montre comment on a rasé des villages. Et ce monsieur qui était le terroriste est sorti de là. Il n'y a jamais eu procès. On n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais dédommagé non plus les familles, pour ne pas dire les villages qui ont été rasés. On n'en parle même pas du tout. Et c'est là qu'on comprend que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était intentionnel, c'était un génocide bien préparé. Et même lorsqu'on dit que le plan Ouembara n'est pas officiellement prouvé, mais lorsqu'on compare les actes posés, les actes criminels, lorsqu'on lit ce document, on a bien... la logique, elle est là, elle est établie. Le lien est établi. Monsieur Christian Perrin, on a eu un Padre Pio dans le pôle. Padre Pio, c'est, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un saint italien qui est mort d'ailleurs dans les années 70, qui avait le don de bilocation, c'est-à-dire être à plusieurs endroits en même temps. Donc Toumi était à tous les endroits dans le pôle où ils sont allés bombarder. Premièrement, donc ça, il y a cette question. Deuxièmement, qu'on me donne la réponse, l'élément déclencheur, c'est quoi? Quel est l'élément déclencheur de ce qui s'est passé dans le pôle? J'ai expliqué, ce ne sont pas des populations qui se sont armées pour aller attaquer. Derrière, ce n'est pas tous les villages qu'on a bombardés, qu'on a rasés, qui étaient impliqués. Donc voilà, Monsieur Christian Perrin, j'affirme ici, je le dis avec la plus grande tranquillité, qu'on vienne me donner l'élément déclencheur de la guerre, de ce qui s'est passé, du génocide du peuple.
Donc voilà, et M. Christian peut la parenthèse. Maintenant, les acteurs qu'on appelle les acteurs qui sont rentrés dans cette situation, le moment venu, devront rendre des comptes. D'ailleurs, il y a un petit exercice qu'on a fait. C'est d'aller demander aux gens de cette région pour mesurer le niveau de popularité de ces personnes-là. Ils comprendront que ces populations ne les ont jamais reconnus vraiment comme les défenseurs. Oui, mais David l'on dit, au niveau du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, quelle interprétation faites-vous du silence de la communauté internationale face à tous ces crimes contre l'humanité? J'ai cité le Pou, j'ai cité le Beach, les massacres des jeunes au Beach, il y a aussi Konongo, on a cité le 15 ou le 20 octobre 2015. Pourquoi ce silence au niveau de la communauté internationale? J'ai toujours dit que nous faisons face à un système très intelligent. Je ne parle pas de celui qui a la tête, mais un système qui a été mis en place. Ce système qui a détourné des milliards de dollars, je parle de dollars, et dans le seul but, ce système qui a fait que le Congo soit dans les 10 pays les plus corrompus au monde. Et donc, dans les 10 pays les plus corrompus en Afrique. Et donc, tout cet argent volé a servi à consolider sur le plan de la communication et de la corruption des différentes personnalités importantes dans le monde ou des différentes structures médiatiques. Je vous dirais, vous avez vu défiler à Oyo les plus grands consultants de Strauss-Kahn. On me dit même comment s'appelle, il avait été là-bas, comment il s'appelait, Rocard. Oui, Donc, je dis, Rachida Dati qu'on appelle, hein, l'ancienne. Rachida Dati, Jean-Yves Olivier, tout ce monde-là ont été payés pour taire ce qui se passait là-bas. Vous pouvez même aller jusque dans les journaux américains. C'est des milliards. Qu'entend faire finalement le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, sur cette affaire de terre? Quel acte entendez-vous poser pour contrer ces accords qui finalement s'annoncent très dangereux pour le Congo? Mais, Monsieur Christian Père, je vous ai dit que dans les 12 départements où nous organisons, la seule réponse qu'on peut donner à ce système, c'est l'insurrection populaire. Donc, par définition, nous sommes contre ces accords et nous nous organiserons sur tous les plans, Alors, venons-en donc à l'impact, bien sûr, de j'allais dire, la crise sécuritaire au niveau de la RDC. Dernièrement, on apprenait que l'ambassade du Congo-Brazzaville a été brûlée à Kinshasa. C'était le 28 janvier dernier. Et depuis là, le Congo est silencieux. Et nous savons que, bon, tel que les choses évoluent, tel que l'information évolue, il y a un risque d'embrasement généralisé au niveau de la sous-région Afrique centrale. Mais avant tout, le CRC porte tout son soutien à nos frères de la RDC. Nous souffrons avec eux. Nous vivons tout le drame qu'un pays peut vivre quand il voit une partie de son territoire maltraité comme le Kivu et tout le secteur de l'Est de la RDC. Ceci dit, les Congolais doivent comprendre que si jamais ce qui est en train de se mettre en place, je parle de l'organisation, les deux. J'ai appris dernièrement que le Tchad avait demandé de pouvoir intervenir en RDC. On a déjà l'Afrique du Sud, on a l'Angola, on a le Burundi.
il y a cet axe-là qui s'oppose à un autre axe du côté rwandais, de l'Est. Donc nous avons là le bloc de l'Est qui s'oppose à l'Afrique, toute l'Afrique australe, et en remontant, en ajoutant quelques éléments comme les Tchadiens. Donc, si ces deux blocs-là se déclarent la guerre, si la guerre a lieu effectivement, le Congo a signé des accords militaires avec le Rwanda. Par définition et par automaticité, le Congo est en guerre. Et moi, j'ai identifié deux axes. Il y a l'axe de ceux qui défendent la souveraineté de la RDC, côté auquel nous nous plaçons, et l'axe du mal, constitué par Sassou Nguesso, par Kagame, il fallait plus loin avec Museveni, qui joue aux hypocrites, et regarder un petit peu le positionnement du Kenya. Ça, c'est à regarder de près. Nous avons vu l'échec des pourparlers qui a eu lieu, et Tshisekedi n'était même pas là-bas, au cours desquels on n'a même pas prononcé le nom du Rwanda, on n'a pas condamné le Rwanda. Et c'est très curieux d'ailleurs, très curieux. Voilà, alors que l'ONU l'a fait. L'ONU l'a fait. Donc voilà, monsieur Christian Perrin, le problème dans lesquels, quand j'en profite pour dire, je suis content qu'on ait détruit, qu'on ait attaqué l'ambassade du Congo. Tout ce qui ambassade tout de même dans tous les cas. La République du Congo est entre parenthèses depuis que ça soit revenu au pouvoir. Vous voulez dire que c'est la main de Sassou, l'extension de Sassou ailleurs alors. Ces endroits sont les repères des brigands de Sassou et non la représentation des populations congolaises. Pendant que vous dites ça, ça me rappelle un peu, et nous avons évidemment interviewé quelqu'un qui nous disait qu'ils avaient fui en RDC pour trouver refuge là-bas lors, évidemment, du génocide dans le Poul. C'est un peu les années 1998-2000. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que des gens partaient de cette ambassade pour les rechercher. En fait, des criminels qu'on envoyait, des généraux, des colonels, qui transitaient par cette ambassade pour aller enlever des Congolais qui avaient fui le Congo-Brazzaville, de là où ils étaient. Et ces éléments aussi existent, nous pourrions les mettre en ligne un jour, lorsqu'on va finir avec ces enquêtes. Et comme vous le disiez, finalement, ces ambassades abritent des criminels. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. Et puis en plus, les Congolais doivent comprendre. Là où nous nous échinons à vouloir faire connaître le combat que les Congolais mènent contre la vente des terres au Congo, et rien que cet acte-là a fait connaître cette revendication dans le monde entier. Parce que les gens se sont posé la question, pourquoi seulement ces ambassades? Pourquoi ils ont attaqué, voilà, pourquoi l'ambassade du Congo est dans les ambassades qui ont été attaquées? Le monde entier. Alors que c'est deux capitales les plus proches. Voilà. Partant de cet acte, maintenant les gens se sont posé la question sur le positionnement du Congo par rapport à ce qui se passe. Et M. Christian Perrin, cet acte, les Anglais se sont posé la question, les Allemands, les Français, les Russes, les Africains, pourquoi l'ambassade du Congo a été attaquée? Mais oui, là, à ce moment-là, on dit, mais le Congo a signé des accords militaires et économiques avec le Rwanda. Et donc dans l'axe du mal. Comme qui dirait, sur les accords ou pour les accords militaires, le Congo pourrait soutenir le Rwanda un jour, on ne sait jamais, parce que tout à l'heure vous disiez le conflit peut se généraliser, mais on ne le souhaite pas. Mais si ça se généralisait, c'est sûr et certain que le Congo sera du côté du Rwanda et donc va soutenir l'armée rwandaise. Mais du côté économique également, c'est pareil, parce que si on permet
au Rwanda de venir fonctionner économiquement au Congo, c'est pour qu'il se fasse de l'argent pour continuer à soutenir ces guerres sauvages, s'il faut le dire, à travers l'Afrique. Mais il y a un aspect qui a retenu tout de même mon attention, c'est un peu, je ne sais pas si vous essayez un peu de regarder au niveau des réseaux sociaux, c'est que Brazzaville et Kinshasa, je parle ici des populations, des peuples qui malheureusement se tirent à boulet rouge. Et ça craint parce que ça prend des allures tout à fait inquiétantes au niveau des populations. Voilà pourquoi moi je me Voilà. posais même la question de savoir pourquoi est-ce que Brazzaville ne se prononce pas, ne fait pas une déclaration pour rassurer le voisin, parce que c'est ça aussi, hein, les relations de bon voisinage, pour rassurer les voisins qu'attention, nous sommes avec vous, au-delà de tout, les peuples doivent toujours collaborer, parce que ça commence un peu à parasiter les relations entre les Congolais du Congo-Brazzaville et les Congolais de la RDC. Et ça, c'est très dangereux. Il faut peut-être Monsieur, dire à cette population, attention, sachons faire le distinguo entre les politiques et les populations. Les populations sont appelées à vivre ensemble, mais les politiques, eux, obéissent à d'autres logiques, à d'autres maîtres qui n'ont rien à voir avec notre bien-être. vous posez cette question, Monsieur Christian Perrin, il faut qu'un gouvernement soit l'émanation ou se soucie des populations, en dehors de ses propres intérêts. Donc, Sassou, ayant signé des accords militaires avec Kagame, ne peut pas faire une telle déclaration par simple logique des choses. Il ne peut pas. Et faisant ces Ça veut déclarations, dire ça veut quoi? dire... Le Congo n'est plus souverain comme ils ont Non, coutume à le clamer? c'est pas ça que je veux dire. À partir du moment où tu as signé des accords militaires avec le pays qui agresse le voisin, je dis bien des accords militaires avec le pays qui agresse nos frères de la RDC, il ne peut pas de l'autre côté aller faire une déclaration disant il faut se calmer, voilà. Seulement, c'est le mot, je veux dire par là, tout simplement. Nous devons faire tout, et c'est l'action que le CRC met en place, pour que les sociétés civiles de part et d'autre se donnent la main, communiquent, disent les choses comme elles sont, pour faire connaître à ces populations la réalité de la situation au Congo-Brazzaville. Sassou ne représente pas le Congo. Donc, les populations du Congo ne dépendent pas de la vie de Sassou ou des bêtises que Sassou fait. Malheureusement. Malheureusement. Le fait qu'il ait signé ces accords nous plonge dans une situation de guerre entre les deux. Et au-delà de ça, M. Christian Perrin, ce que les Congolais devraient comprendre, je le dis avec le plus grand sérieux, si la guerre se déclare, il y aura un tsunami d'au moins 40 mètres de haut qui va déferler sur Brazzaville. Un tsunami. Comment va-t-on résister? Rien quand vous prenez la ville de Kinshasa et vous comparez à Brazzaville. Donc, il est allé ouvrir la boîte de Pandore, monsieur Denis Sassou Nguesso, qui fait que on doit rattraper ça. Les populations civiles doivent rattraper dans une bonne communication, dans les échanges, dans des explications, dans une démarche pédagogique, d'expliquer que nous nous battons contre une dictature. Ce que cette dictature fait ne nous engage nullement. Et nous nous aimons depuis, je dirais même des siècles pour certains. Parce qu'il y a une bonne partie du royaume, de l'ancien royaume du Congo qui est là-bas, et l'autre partie qui est chez nous. Ben voilà, c'est le même peuple, même civilisation, comme disait d'ailleurs un maréchal, Kaka Ebale Kabolim, c'est juste le fleuve qui nous sépare. Alors, David Londi, on va revenir sur le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Comment fonctionne le CRC?
À un moment donné, où d'autres se posent la question, c'est quoi concrètement un parti politique, une association, un club? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une organisation purement politique ou de la résistance, comme vous avez dit? Résistance contre quoi? Contre qui? Et comment ça fonctionne? Bon, monsieur, ben, merci pour la question, monsieur Christian Perrin. Comme j'ai dit en 2019, on a fait le simple constat que pendant 60 ans, ce pays a connu des drames. Je parle de 59 jusqu'au présent. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas irrésolus, des situations irrésolues. On les a accumulées. On a mis en avant des partis sans idéologie, mais plutôt tribaux. Les gens, au lieu d'être dans une idéologie par rapport au parti, ils sont dans une démarche tribale qui fait que, déjà, ils s'identifient à un individu, hein, un tel, voilà. Donc, on a dit, comment mettre toutes ces populations ensemble pour constituer une force de résistance de la partie septentrionale à la partie méridionale, de l'est à l'ouest. C'est à ce moment-là que les Congolais se sont réunis. On a fait une démarche d'analyse de nos erreurs pour trouver les solutions aux situations que nous vivons actuellement. Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes, que nous ne pouvons pas être pour les élections au Congo-Brazzaville, en l'état actuel des choses, parce que c'est un rapport de force, comme j'ai expliqué, entre les lions et les biches. C'est un rapport de force. Deuxièmement, on avait posé la question, puis tout le monde a voté. Deuxièmement, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire un coup d'État? On peut travailler pour le coup d'État. On s'est dit, non. Parce que le coup d'État laisse en place une mauvaise répartition du pouvoir entre les populations, les élites qui arrivent au pouvoir, qui ont fait le coup d'État, et les fonctionnaires, les autres L'entité structures. de, voilà, Voilà. Donc, on a voté. On était au départ autour d'un petit noyau, on était une quinzaine. Maintenant, bon, on est beaucoup plus maintenant. Après, on a posé puisqu'on n'était pas pour les élections, puisqu'on n'était pas pour le coup d'État, quelle était la solution? La solution était de faire de non pas telles... pour le dialogue aussi. Non pas pour le dialogue. J'ai encore expliqué que le dialogue, c'est comme les biches et les lions qui sont existants. Un problème de rapport de force, oui. C'est une Alors, question de rapport de force. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut une insurrection. Parce que c'est le seul moyen, le seul outil qui reste aux populations. Après avoir éliminé tous les autres. Donc, une insurrection. Pour repartir à la base zéro, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire faire telle sorte que on a un outil au CRC que nous appelons TAS. Cet outil est important. C'est quoi concrètement, TAS? Le T, ça veut dire tribalisme. Quand on est tribaliste, puisque j'ai fait le constat tout de suite en disant, j'ai parlé de PCT tribaliste. Donc, Parti congolais tribaliste. Donc, le T, pas de tribalisme. Le A, c'est l'argent. Ceux qui courent après l'argent, comme ça, parce qu'il faut avoir l'argent, ils courent, ils vont se compromettre voilà. Donc, on est addict négativement à l'argent, parce que tu peux être corrompu, on n'est pas tasse. Le C, c'est pour les contraintes. La vie facile dans les bars, dans les grandas, les jouissances, ça aussi, on est exposé à la corruption. Donc, c'est une faiblesse. Et le E, c'est pour l'ego. Quand on a un ego surdimensionné, on ne peut pas créer une cohésion dans un groupe. D'ailleurs, au CRC, on a une coordination. On n'a pas de premier président, deuxième président, quatrième vice-président, deuxième sous-secrétaire, quatrième sous-secrétaire. On a une coordination.
Et donc, on a une coordination qui fait de telle sorte que les 12 départements puissent travailler ensemble. Le travail qu'on a entrepris, j'avais dit, M. Christian Perrin au départ, que le pouvoir a atomisé les populations. Travailler de telle sorte que ces populations qui sont atomisées dépassent cette situation d'atomisation dans chaque département pour construire une force qui nous conduit à l'insurrection populaire que nous appelons la révolution du fleuve. Pourquoi on l'appelle la révolution du fleuve? Parce que le symbole du Congo, c'est le fleuve Congo, qui va de la partie septentrionale à la partie méridionale, avec tous les affluents de tous les départements qui arrivent dans le fleuve pour le grossir. C'est le symbole. Ça englobe le pays. Et cette révolution du fleuve a pour objectif principal de désintégrer ce système. Mais M. Christian Perrin, l'insurrection du peuple ne veut pas dire aller vers l'utopie. L'insurrection du peuple veut dire créer les conditions de respect des droits humains fondamentaux et faire de telle sorte qu'il n'y ait plus une dictature qui vienne s'installer. Sinon, ça ne sert à rien. Et nous avons créé au sein du CRC un think tank depuis 2019, composé, M. Christian Perrin, de 6 pôles. Il y a le pôle politique qui travaille sur les problématiques politiques, le pôle santé qui travaille sur les problématiques santé, le pôle défense qui travaille sur les problématiques défense, éducation, économie, sécurité, environnement et puis nouvelles technologies. Enfin, c'est une sorte de gouvernement, c'est ça? Voilà, en fait, on travaille un think tank qui alimente le projet de transition parce que c'est bien de chasser un système. Il faut être capable, les choses les plus difficiles commencent à J+1. Bon, là, ils sont partis. D'ailleurs, quand ils partent, ils ne sont pas très loin. Donc, après, il faut mettre en place des institutions crédibles. Donc, il faut travailler. Vous êtes en train de nous dire que le CRC est, j'allais dire, a les capacités de relancer le Congo au jour J, +1. C'est-à-dire le pouvoir parti ou chassé. Le lendemain, on peut se remettre au travail et parce que les programmes existent déjà. Voilà. Donc, le travail a été fait et c'est ça qu'on appelle ce collège études et perspectives.